CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Torouel avec vous pour la prochaine demi-heure. Il s'appelle Petit Jacques. Né d'un père absent et d'une mère qui l'abandonnera avec son frère à l'assistance publique, il aura très vite la passion des belles voitures. Une passion qui l'emmènera à devenir chauffeur de Roger Vadim ou encore de Messrine. Les amitiés, les connaissances, c'est en prison et dans le milieu du showbiz qu'il les tisse. Flambeur, vivant au jour le jour, de Jaguar en hold-up, homme à tout faire, surtout chauffeur pour les gangsters et les vedettes. Il passe sa vie en transit avec sa valise en carton, jamais très loin pour entrer et sortir de prison. Parfois pour quelques mois, souvent pour des années. Petit Jacques, l'ami des stars et des gangsters. Il existe et notre invité l'a rencontré. Et c'est son histoire qu'elle nous raconte à la première personne dans un style imagé et parfois poétique. Moi, Petit Jacques, voleur intermittent de Pascal Trézéniès chez Maurice Nadeau. Bonjour Pascal Trézéniès. Bonjour, CFM Radio. Ça va ? Oui. Merci d'être là. Je vous présente Tristan qui est en stage Bonjour. avec nous. Bonjour. Et qui va nous accompagner dans cette interview pour présenter ce roman biographique. Oui, c'est vrai. Oui. Puisque donc il s'agit de Petit Jacques. Vous avez choisi de raconter ça à la première personne. C'est lui qui parle du coup. Oui. Une prose très très imagée, presque cinématographique. Ça me fait plaisir parce que beaucoup de gens remarquent, disant ça ferait un terrible film. Ouais. Et c'est vrai. Et j'ai pris la première personne. J'avais d'abord tâtonné dans d'autres façons. Et tout d'un coup, je me suis lancée parce que je me sentais mieux à la première personne. Alors, quand j'ai appelé Jacques, j'ai dit, tu sais quoi, je parle à ta place. C'est très bien. C'est quelqu'un, il se plaint jamais. Il était très content, ça l'a amusé. D'accord. Je trouve ça charmant. Et donc votre prose dans sa bouche ou sa façon de parler, un mélange c'est ça. On sent de temps en temps que parfois c'est un peu poétique tout ça et on se dit ça m'étonnerait quand même qu'il ait des tournures de phrases aussi poétiques que ça tout de même ce garçon. Mais voilà, on navigue d'un univers. C'est ce que les critiques remarquent, c'est que ça fait une osmose, c'est qu'on cherche un peu à savoir. En fait, moi j'ai pris très peu de notes parce que il m'a baladé partout. Comment vous l'avez rencontré donc ce Petit Jacques? C'est un ami d'un ami à moi de longue date. Donc ces deux amis dont l'un était le mien, on trouvait que pourquoi est-ce qu'on se rencontrerait pas dans l'idée que peut-être comme je suis écrivaine, je pourrais et j'ai été tout de suite séduite par son histoire on sentait qu'il avait envie. Je pense que ces gens qui ont des vies à part, qui prennent des risques, c'est comme un rêve secret que leur œuvre, que leur histoire devienne une œuvre. Il y a quelques gangsters qui ont eu leur vie montée au cinéma, mais tous les autres le rêvent, évidemment. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'ils mériteraient quand même. Alors, ce qui se trame quand même dans tout ça, dès le début, c'est l'abandon, quoi. C'est le fait d'être à l'assistance publique. C'est cette première scène que j'ai en mémoire, et c'est celle-là est très cinématographique, par exemple. C'est que des bribes de souvenirs qui remontent de son père, qui va être emporté par des gens, est-ce que ce sont des Allemands, des militaires, et lui il est tout petit, il se doit rappelle avoir 3 ans, donc ce sont des flashs. C'est des bribes, ouais. Voilà. Et oui, c'est assez tragique ça. Et il a que des flashs. Je lui ai demandé, mais tu es sûr que c'est bien des Allemands? Oui, c'était des Allemands. J'ai entendu la langue allemande. Donc je suppose que le père était dans la résistance. Il avait un bistrot déjà à l'époque. À Paris, les bistrots, c'était pas comme maintenant. C'était un bistrot, je pense qu'il était kabyle aussi. Et donc, c'était un bistrot où les gens se retrouvaient. Et il fallait qu'il ait quand même assez de caractère pour tenir ce bistrot. Et là, on est dans les années 40, Oui, c'est dans 41, 42. Et là, tout bascule. Donc, après, les dés sont pipés. Alors, quand il y a des gens qui font des jugements sur sa façon de se comporter, je pense qu'il ferait bien d'avoir un peu plus d'humanisme parce que
Ouais. Parce que donc du coup, quelques temps après, sa maman l'abandonne avec son frère à l'assistance publique. Alors en même temps, il est très chanceux, ce petit Jacques, et on a l'impression qu'il laisse passer sa chance tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve quand même adopté à la campagne chez des gens aimants. Oui, tout à fait. Alors avec peut-être un père à la rude, mais un beau-père à la rude, mais que bon, ça va quand même, quoi. Hein, c'était l'époque qui voulait ça, quoi. Et lui, quand même, non, voilà, il passe à côté de tout ça, quand même. Hein, en disant, ce qui me manque, c'est l'amour de ma mère et de mon père, quoi. Oui, certainement. Et je repense, par exemple, quelqu'un comme Jean Genet, qui n'a jamais connu sa mère et qui a aussi été placé dans le Morvan. C'était là, ils accueillaient il y avait beaucoup de familles d'accueil parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre, etc. Et sa mère l'a obsédé toute sa vie. Et là, ils disent tout le temps, elle va venir nous chercher. Donc, c'est une mère fantasmatique tout d'un coup et qui parcourt quand même. Jusqu'à ce qu'il aille essayer de la retrouver à un moment. Il va même essayer. Il a essayé. Il rencontre des gens qui l'ont rencontré, mais ça reste un fantôme, quoi. Hein. Oui, mais ça devait être quelqu'un qui avait un sacré caractère, parce que la famille, ouf. Alors, la grande partie du livre se passe, de sa vie, se passe dans les années 70. Hein, c'est 60 et 60. Surtout 60. Et c'est la French Connection, quoi. C'est ces bandits-là, un peu, quoi. Hein. Oui, c'est juste avant la French Connection. Oui, c'est intéressant parce que c'est le grand modétisme à l'ancienne, la fin de cette façon de faire, où par exemple, il n'y avait pas l'informatique, donc ils se retrouvaient dans les bistrots, par exemple. Maintenant, c'est sur Internet et encore, parce que c'est très spécial. Donc, c'était beaucoup plus physique, c'est dans le contact personnel, hein. Mais en même temps, c'était plus humain. Je crois que maintenant, la pègre, c'est lié à la drogue, etc. Alors que mon Jacques et Mérine, d'ailleurs, pas question, pas le proxénétisme, pas question, la drogue, pas question. Pourtant, les prostituées sont bien présentes aussi, quand même. Hein. Et d'autres. Il y a le fameux porte-avions, par exemple, qui est le lieutenant de Mérine qui faisait peur à tout le monde. Lui était proxénète. Mais Jacques, ça le révulsait, en fait. Lui, c'était, avant toute chose, les bagnoles, les belles bagnoles. Les bagnoles. Ça, c'était important. Alors, on va écouter un peu de musique, si vous voulez bien. Pascal de Trézéniès, qui est en lien avec un peu toute cette histoire. C'est vous qui avez choisi le morceau de Jean-Jacques Debout, Les boutons dorés. Oui. On suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière. On tourne au coin du cimetière pour suivre un peu le vieux canal. Puis vers 5 heures on rentrera, suivant d'autres murs, d'autres grilles, à part ceux de l'école des filles, jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. C'est pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite. Je peux pas manger la soupe gratuite, j'aimerais mieux dormir dans les prés. J'aurais pas mon certificat, paraît que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'ai écrit je t'aime sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit je m'invente un vrai roman, que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman en robe claire et un papa qui a plein d'argent. Ah, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils viennent tout de suite, avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Oh, je suis pas bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme.
de rester toujours le pauvre môme à qui personne tiendra la main. Mais malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête. Et pour peu que j'ai des allumettes, je mettrai le feu à l'orphelinat. En casquette à galon doré, en capote à boutons dorés, en casquette à galon doré, en capote à boutons dorés. Voilà, Jean-Jacques Debout, les boutons dorés, qui illustrent bien le propos que nous avons avec Pascale de Trésignès, autrice de Moi, Petit Jacques, voleur intermittent. Je lis un petit passage, si vous voulez bien, de votre roman. Nous avons été transbahutés à droite, à gauche, petit bagage à la main. Notre mère n'ayant plus donné signe de vie, nous étions considérés comme des enfants de l'assistance publique. Nous lui appartenions. Visite médicale par-ci, par-là, infirmière, nonnette, cornette, éducatrice à lunettes. Même pas un vieux nounours à traîner par la patte, déposé en catastrophe par ma mère, nous n'avions aucun objet personnel. Pas la moindre petite fleur séchée, le moindre talisman. Peut-être est-ce déjà là qu'on développe un sens différent de la propriété. Nous n'avions rien à nous, le réflexe secret de ne posséder rien, comme une seconde nature, et dans la logique des choses, de posséder tout. Le mépris de la possession des biens matériels s'appliquait aux biens des autres. Le monde se dessinait comme un grand panier dans lequel on puisait au fur et à mesure de ses besoins. Oui, j'imagine, oui. Voilà. J'imagine. Ça, c'est ce qu'il vous raconte. Vous le transcrivez comme ça, vous. Ça, c'est moi qui transcrit ce que j'imagine. Il m'a jamais parlé de ce genre de choses, mais ce que j'imagine dans sa tête d'enfant, c'est évident. C'est évident, ils ont. Mais lui, le fait de ne posséder rien, ça, il vous en parle, par exemple? C'est quelqu'un d'être flambeur comme ça, oui, non, de mais il n'est vivre pas jour le jour. attaché aux choses matérielles. Ouais. Et l'argent est fait pour le dépenser. Et d'ailleurs, Mérine, c'était pareil. Hein. Jacques confirme la légende de Mérine. Il dit, on faisait un casse, après il mettait l'argent sur la table, clic, 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 il partageait en 4, et après il allait tout jouer aux courses. Et alors, lui, il est au milieu, entre deux mondes, celui des vedettes, qu'on sait fasciné par le milieu du banditisme aussi, hein, ça, voilà. Et lui, il est entre les deux. Un coup, il est chez Brigitte Bardot et chez Roger Vadim. C'est ça qui est fascinant. Après, il est avec d'autres potes, là, et puis qui veulent, ah bon, mais tu connais Mesrine, mais alors, tu peux nous le présenter, et puis il va leur présenter. C'est un truc de fou, quoi. Oui. Et c'est vraiment une particularité de Jacques, et ça m'a séduit. C'est comment il a pu s'intégrer dans le milieu du showbiz avec tant d'aisance, parce que il est agréable. Et personne lui en veut, parce que quand même, à la base, il pique la bagnole. La Vadim, l'Alfa Romeo rouge. L'Alfa Romeo de Roger Vadim, mais il s'en sort parce que Roger Vadim retire sa plainte et lui file son avocat. Mais quand même, c'est quand même Vadim, il faut quand même lui reconnaître, c'est une personne généreuse, c'est quand même beau. Il pique la bagnole de Piccoli qui lui dit c'est pas grave, il sait qu'il en avait besoin. Oui. Ces gens sont quand même assez fabuleux. Je crois qu'il y a quand même des passerelles entre ces deux mondes. Ils ont quand même le sens du jeu aussi, de l'éphémère, parce que c'est pas toujours très facile. Il regrette un peu ça, des fois, son comportement vis-à-vis de ces gens qui étaient vraiment très gentils avec lui et que lui, il est pas toujours très, très, honnête, quoi, finalement. Il me semble qu'il y a des passages un peu de regret que vous retranscrivez dans votre livre. Oui, parce que il s'est rendu compte que quand il a basculé dans dès le petit banditisme, il a été envoyé en prison et que sa vie maintenant est sur des autres rails. Parce que d'abord, il était envoyé à la prison de Nîmes, qui était celle des durs, et c'était l'enfer. Il avait 25 ans. Ah, il parle des Corses et des Marseillais. Voilà, c'est ça. Il rencontre les Corses. Et lui, il faisait profil bas parce qu'il qu'il n'était pas du tout de ces traces-là. Il les appelait les insoumis, d'ailleurs. C'était des vrais insoumis. Oui, là, on parle de la mafia et tout ça. Là, oui, c'est ça. C'était très dur. Et évidemment, après ça, on ne peut plus rentrer dans la vie commune. On est marqué à tout jamais, hein, et on a des relations. Alors, on se fait un autre monde. Et voilà. Mais il est resté ami avec des gens du showbiz tout le temps, des chanteurs.
Et ça montre sa capacité d'adaptation. Et un photographe aussi. Oui, très important. À qui il va rendre un grand service, puisqu'il va lui présenter... il va lui présenter Vadim, et donc il sera introduit dans le milieu du cinéma. Oui, il demande pas mieux que de rendre service, en fait. Tristan, est-ce que tu as une question pour Pascal de Trézéniès ? Oui. Pour écrire votre livre, est-ce que vous êtes resté entièrement fidèle à l'histoire racontée par Jacques, ou alors vous avez rajouté un peu de fiction et d'imaginaire pour rajouter un peu de piment à l'histoire ? Oui, c'est une bonne question. Pas du tout, j'ai rien rajouté. Tous les faits sont vrais. J'ai ajouté ma sensibilité et une analyse peut-être psychologique, mais tous les faits sont vrais. Et j'ai 2 tout petits cahiers Clairefontaine comme ça. Je prenais des petites notes parce qu'une fille m'a dit mais tu as enregistré. Je dis mais non, pas question. Parce qu'un écrivain n'enregistre pas. Il y en a qui enregistrent, ils posent le petit enregistreur. Non, parce que c'est un peu comme à la fac. Quand on prend des notes comme ça, à la main, on fait déjà son livre, parce qu'on fait une sélection, en fait, déjà. Et je ne me suis basée que sur ça. Mais ce qui était très important, c'est que j'avais ces mots. Et c'est des mots d'un certain argot qui n'existe plus, en fait. Ouais. Ça m'amuse, parce que moi, à la fin, il sort de coffre-fort et dit « on va le baloustiquer ». J'avais déjà entendu ça, moi pas. Et il était dans la trique. C'est-à-dire, il n'avait plus le droit d'aller dans les grandes villes. J'ai mis un moment. C'est ça, la grande trique. On dit tricard, en fait. Oui, mais c'est ça, il était la grande trique. Ici, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. C'est moi qui choisis le prochain morceau de musique. Et on va en parler, parce que je vous laisse le découvrir. Vous allez comprendre pourquoi, évidemment. Voilà l'averse qui tombe, il n'y a plus de saison. Depuis qu'on a fait la bombe, Albert Simon. Ay, ay, señor Carlos. Ma grenouille est malade. Ay, ay, pobre de nos. Et elle n'a plus 20 ans. Ay, ay, qué catastrophe. Le soleil est en rade, elle avait annoncé du beau temps. Señor Météo, cuando dit qu'il fait beau. Señor Météo, arregla el frigo. Ay, ay, señor Météo, cuando mi transistor esperanza, calor y la tos. Quel dolor! L'été on s'enrhume facile. Et depuis les restrictions, on dort en costume de ville. Jean Breton. De Venise à Vesoul. Oublions le chauffage. Emporté par le fioul. Ne formons qu'un seul corps. Et de Toulouse à Tours. Aimons-nous davantage. L'amour est de seul père radiateur. Señor Météo, cuando di qu'il fait beau. Señor Météo, arregla el frigo. Ay, ay, señor Météo, cuando mi transistor esperanza, calor y la tos. ¡Qué dolor! Madame est là, s'il vous plaît. Hola, madame, la salita con el señor Carlos. Alors, Pascal de Trézéniès, est-ce que vous reconnaissez ce chanteur ? Évidemment. Un morceau de 1974. Carlos qu'il appelle le gros chanteur qu'on aime bien. Ouais, le gros chanteur qu'on aime bien. C'est comme ça qu'il est annoncé dans le livre. Racontez-nous ce passage. En fait, ils avaient besoin d'argent un peu. Alors, ils avaient appris par le barman que Carlos avait un appartement au-dessus du bar et ils se sont dit on va peut-être trouver quelque chose, notamment un coffre-fort. Et ils ont fait irruption chez Carlos qui était terrifié. Ils l'ont surpris avec une nana tout nu. Alors c'était évidemment, il était pas gêné du tout parce qu'il pensait à son pognon et à sa vie surtout. Alors il disait prenez tout. Donc il a ouvert le coffre
Mais comme c'était une époque où on faisait des chèques, ils ont tout foutu dans la Seine. Mais ça sont des histoires qui m'amusent. Parce que c'est une vie, la sienne est pleine de surprises, des bonnes et des mauvaises. Ouais, c'est ça. Ils sont persuadés qu'ils vont devenir riches avec Oui, c'est tout ça. l'argent qu'il doit y avoir dans ce coffre. En fait, c'est Oui, que c'est des ça. chèques. Donc, Oui, c'est ça. donc, en fait, ils peuvent rien en faire. Et le pauvre Carlos, lui, non plus, du coup. Voilà, oui, donc il navigue dans ce roman, mais qui est le roman de sa vie, hein, en quelque sorte, de ces gens-là, de ces gens du showbiz. Vadim lui propose même de faire un peu de cinéma, tout ça, mais ça l'intéresse pas, en fait. C'est pas son truc. Il est pas m'as-tu vu, il aime bien rester dans l'ombre, lui. C'est ça, c'est son caractère discret, délicat en fait. Et après, évidemment, quand il est un peu dans la mouise, il se dit, mais bon sang, j'ai eu des opportunités incroyables. Mais je crois que ça arrive à tout le monde vers le mi-temps de sa vie, comme ça, à 50 ans. On n'est pas très bien, on se dit que j'ai fait des conneries et tout. J'aurais dû accepter ça, c'était une occasion. Surtout qu'il n'arrêtait pas, du coup, hein, un coup. Alors, il faut un peu bracasser aussi, hein, quand même. De temps en temps, c'est les pieds nickelés, quoi. Non, mais, est-ce qu'ils enchaînent avec Mesrine ou avec d'autres des casses? Des fois, ils font 4, 5 hold-up, même dans la journée, il explique. Donc, ça va vite, hein, à cette époque-là. Il n'y a pas les caméras, il n'y a pas tout ça. Les flics n'arrivent pas aussi vite qu'aujourd'hui, on va dire. Mais ils arrivent quand même. Donc, et de temps en temps, il y a cette histoire de coffre. Ah oui, c'est incroyable. À la fin, le coffre est au premier étage, il doit peser 200 kilos ou 300 kilos et personne n'arrive à le sortir. Et là, il va le balostiquer, oui. Il faut un peu bracasser, quoi, de temps en temps. Ou la bagnole qui est mal garée, ou ce genre de mais choses. ça, justement, la bagnole mal garée, ça, c'est intéressant. C'est la seule fois où Jacques n'a pas fait un casse. Et Mérine, ça, c'est très important parce qu'après, il était pris. Parce il était devenu le chauffeur de Mérine, en qui il avait confiance. Voilà. Et un jour, Mérine lui dit, aujourd'hui, pour ce casse, c'est pas toi qui viens, j'ai pris un autre parce qu'il a besoin de travailler. L'autre a dit, vas-y. Je lui rends service, etc. Sauf qu'il se gare mal. C'était un amateur et il a paniqué tout de suite et c'était une catastrophe. Et Mérine a dû s'enfuir. Les flics ont tiré ce qui arrivait jamais avec Mérine parce qu'il se débrouillait pour faire ça en douceur. Et après, c'était très dur parce que Jacques a été pour prévenir Mérine, envoyé par quelqu'un. Et il s'est fait taper dessus par les flics qui étaient... Mais il s'en est sorti quand même. Oui, parce qu'il était quand même dans la bande à Mérine. Et même si ce jour-là, il n'était pas... Les autres l'ont pas reconnu, voilà. C'est ça. Pour une fois, c'est à la fois un petit peu de malheur et un petit peu de bonheur quand même. Parce qu'il fera quelques semaines de prison, mais pas plus. Il a été beaucoup en prison, hein, petit Jacques, voleur intermittent. Vous lui avez fait lire, évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit à la lecture de... Eh bien, figurez-vous, vous pouvez vous montrer la confiance qu'il m'a donnée. Il n'a jamais demandé à lire le manuscrit. Ouais. Mais maintenant qu'il est sorti, il l'a lu? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Jacques, il est un peu parti dans les étoiles. Hein. Ah bon? Je croyais qu'il était toujours vivant. D'accord. Il est parti dans les étoiles très récemment et j'en ai une grande tristesse parce qu'il aurait tellement aimé. Et la confiance qu'il m'a faite, par exemple, il m'a donné toutes ses photos d'enfance. Toutes ces photos de sa vie. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve ça... Il vivait dans une petite maison? Il vit dans une petite maison. C'est important, ça, parce qu'il ait fini sa vie dans une petite maison. Oui. Parce que autant sa mère, ça traverse tout le roman, mais autant cette petite maison aussi. Il a réussi à s'en sortir quand même, parce qu'il est un peu différent. Voilà, c'est ça. Tristan, une autre question? Oui. Est-ce que vous avez déjà des idées pour des prochains livres? Est-ce que ça vous a donné des C'est dur comme question, mais je suis tellement dans cette histoire que j'ai l'impression que je pourrais plus jamais trouver un sujet pareil, que j'aurais plus jamais la grâce pour l'écrire. À ce point-là? Ça vous a passionné, l'écriture de ce roman? Et surtout, je vois les réactions que ça crée, et ça me fait très très plaisir, parce que c'est vraiment tranché. Hein. Il y a des gens qui adorent ce livre, sont inconditionnels, et des gens qui supportent pas. Oui. Ça révèle beaucoup sur la nature humaine. Je suis fascinée par ce phénomène. Et les gens qui aiment ça,
Ça peut être des gens, c'est parfois des grands intellectuels et comme des gens beaucoup plus simples. Il On se sait dévore, pas. hein, c'est un petit bouquin qui se lit très facilement, très Voilà, vite. il y a beaucoup. On le lit d'un Oui. trait comme ça, comme si on était justement à l'arrière de la Voilà. bagnole, à fond, en Voilà. train d'attendre C'est- pendant le casse, quoi. Oui, c'est ça. Sur C'est- France 3 Occitanie, Noviello a écrit un très bel article. Il dit c'est un livre qui se lit comme un roman d'aventure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça me fait plaisir parce que je suis une grande lectrice aussi et je trouve qu'on ne doit pas s'ennuyer quand on lit. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Moi, Petit Jacques, voleur intermittent aux éditions Maurice Nadeau de Pascal Trézéniès. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu. Merci infiniment à vous deux. Avec plaisir. Merci. Merci Tristan. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr